Bonjour tout le monde, c'est Mohamed, c'est Yassine, donc je suis Project Manager sur la partie réglage et Vercor. Bienvenue parmi nous sur le premier set programmé ici à l'AFD Rabat. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet qui concerne les véhicules autonomes. C'est bien ça. Donc on va aussi parler d'intelligence artificielle avec un invité mystère. Donc, qui va nous rejoindre plus tard. Oui. Donc, comme j'ai dit, le mois de mai passé, donc, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé à Rabat la cérémonie de présentation de deux modèles de voitures marocaines construits au Maroc, 100% marocaines. Donc, c'était pour renforcer la promotion du label Made in Morocco. Ah oui, j'en ai entendu parler. Donc, c'est les deux voitures, c'est Neo et Namix, c'est bien ça? Exactement. C'est la voiture à hydrogène et l'autre électrique. J'en ai entendu parler, c'est ces deux inventeurs marocains. En fait, et la première, elle marche à l'hydrogène, donc c'est des capsules à hydrogène. Et la deuxième, c'est une voiture 100% marocaine électrique et dont le coût ne va pas dépasser le budget des budgets moyens. Exactement, donc là tu as une bonne idée. Donc il y a le premier modèle qui est Neo Motors, donc c'est 100% électrique. Le deuxième modèle, comme a dit Yassine, donc c'est vraiment c'est en base de hydrogène. Donc c'est en fait des capsules qui sont installées sur le toit de la voiture. Donc c'est des capsules qui sont rechargeables, ce qui va permettre et garantir une autonomie pour la voiture et bien sûr pour faciliter la recharge de la voiture. Surtout qu'on sait qu'actuellement les voitures électriques elles demandent du temps pour être rechargées. Donc là, ça va être un peu plus vite. Donc juste pour marquer quelques chiffres, donc les deux sociétés elles prévisent faire ou bien préparer 27 000 voitures au cours de cette année avec une intégration locale de 65%. Donc il y a l'investissement total prévisionnel pour ce projet-là, il est à 156 millions de dirhams et ça va permettre la création de 580 emplois pour les Marocains. Donc c'est intéressant. Mais le truc là, c'est bien. Donc on est arrivé à faire une voiture à hydrogène électrique. Donc c'est des énergies renouvelables. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut voir plus loin, peut-être voir des voitures autonomes. Donc qui dit voiture autonome dit obligatoirement qu'il faut de la communication entre les véhicules, voire la communication entre l'infrastructure. Donc on parle de deux types de véhicules à véhicule, une communication de véhicule à véhicule ou bien de véhicule à infrastructure, c'est bien ça? Oui, ça concerne les automobiles ou bien autonomes. Donc c'est parmi les perspectives qu'on doit développer, surtout pour les deux sociétés-là. Ils ont un grand perspective pour développer leur voiture. Surtout, ils vont vers le domaine de véhicules autonomes. Et là, on va parler aussi de l'intelligence artificielle. Donc, il faut intégrer aussi de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, je crois qu'on a un invité qu'on pourrait avoir parmi nous et qui pourrait un peu nous aiguiller et éclairer notre lanterne sur le sujet. Oui, ça sera notre surprise après. Donc, c'est notre invité qui va en parler un peu plus et qui va détailler sur ce sujet, qui est l'intelligence artificielle. Donc moi, actuellement, ce que je veux faire, c'est d'applaudir le geste. Bien sûr. Hein. Voilà, ce qui était fait par les deux sociétés marocaines. Et j'applaudis aussi Sa Majesté le roi parce qu'il a décoré les deux responsables de ces sociétés avec un Wissam Al-Kafa'a. Donc Wissam Al-Kafa'a, ça nous aide en tant que jeunes. Donc ça nous encourage pour nous développer, prendre l'initiative, innover des solutions ou bien d'autres solutions qui sont 100% marocaines. Voilà, donc c'était mon introduction concernant les automotifs. Là, les véhicules en général. Maintenant, on peut attaquer notre sujet qui est les véhicules autonomes. D'accord, donc je crois qu'on pourrait maintenant introduire notre invité mystère. Donc à savoir… Oui, c'est avec plaisir. Donc on va ajouter avec nous notre ami, Monsieur Amin Khiyati, qui va enrichir notre discussion concernant le sujet. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Yassine. Salut. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. C'est un petit cadeau. Ah bah, Donc la régie
Donc c'est nos t-shirts experts. Donc je vous prie de bien vouloir les voir. Mentionné, hein. Scalmi expert. Oui. Les t-shirts experts. Voilà les Ouais, donc c'est. beaux t-shirts là. Ouais. Ah ouais. T-shirts. Peut-être qu'on Ça va, va, ça va. on va le mettre ici, hein. On va le mettre ici. Ouais, Peut-être. que ça soit visible. Ouais, que ce soit visible. Hein. Donc du coup, je me présente rapidement. Moi, c'est Amir Riaté. Je suis Project Manager au sein de l'équipe Mediverse, enfin plutôt du pôle Mediverse. Donc voilà, pour présenter rapidement le pôle Mediverse, donc il s'agit du pôle data. Donc on a plusieurs équipes dessus. Premièrement, une équipe data engineering, voilà, qui prend en compte, parce que voilà, tout cheminement d'un projet data, il doit passer par plusieurs étapes. Donc tout d'abord, il y a une équipe data engineering qui prend en compte, on va dire, l'ETL. l'ETL, bon, c'est tout ce qui est extraction, transformation et loading de la data, donc normaliser, préparer la data. Par la suite, on a une deuxième équipe qui est l'équipe data analysis. Donc l'équipe data analysis prend en compte tout ce qu'on appelle, EDA, donc Exploratory Data Analysis. Donc là, par exemple, ils vont faire des études statistiques afin de faire parler ces data. Par la suite, on a aussi une équipe data science. Donc là, j'intervenais personnellement en tant que team leader sur cette équipe. Donc voilà, c'est une équipe qui permet de développer des intelligences artificielles, faire du machine learning, du deep learning. Donc là, on va dire que c'est un nouveau layer qui a été rajouté. Par la suite, on a aussi une équipe RPA, qui est Robotic Process Automation. Donc là, c'est l'automatisation de toutes les tâches redondantes. Donc ça peut être les repetitive tasks. Donc ça peut être voilà, des robots qui sont développés afin de, par exemple, je sais pas, remplir un formulaire, faire un export automatisé de la data, ainsi de suite. Donc voilà pour moi. Donc je suppose qu'on peut replonger sur le sujet. Avant de commencer, j'aimerais bien commencer avec l'historique, un petit historique concernant les véhicules autonomes. Donc franchement, j'étais étonné de savoir que l'idée est venue depuis les 1920. Donc c'était la première idée lorsque les ingénieurs ont commencé à développer des systèmes de pilote automatique. C'était des Allemands par hasard, non? Peut-être, oui. Surtout que c'était dédié pour les avions, et non pas les véhicules. D'accord. Mais c'est dans les années 1950 où on a eu les premiers prototypes de voitures autonomes qui ont été développés. Mais ils étaient encore très limités, bien sûr, dans les années 50, donc en termes de fonctionnalité et de performance. Au cours des dernières décennies, donc, vous pouvez voir le développement de ces véhicules-là. Depuis en 2012, c'est Google qui a commencé à tester des vraies voitures autonomes sur les routes publiques en Californie. Et depuis là, vous connaissez l'histoire. Donc là, c'est Tesla qui vient, c'est Uber et c'est Waymo aussi qui ont également commencé à tester ce type de véhicules sur les routes. D'accord, sympa. Donc j'aimerais bien faire une petite précision, donc je suppose que vous êtes au courant aussi. Donc on peut parler de voitures autonomes ou semi-autonomes. Donc là en général, tout ce qui est commercialisé, voilà, on parle de voitures autonomes, mais en général c'est pas vraiment des voitures autonomes, quoi. C'est on va dire des voitures semi-autonomes, supervisées par le conducteur, ça peut dire ça comme ça. Ouais. Et je me dis voilà que voilà, c'est une différence qui doit être quand même mise à l'avant, voilà. Et voilà, sachant que par exemple avec toutes les technologies, on peut effectivement dire qu'il y a déjà des voitures fully autonomes disponibles, mais par contre sur le marché, on parlera plutôt de voitures semi-autonomes. La même par exemple pour les Tesla, c'est des voitures qui sont 100% autonomes, je suis d'accord. Mais par exemple aux US, c'est pas tout, on va dire toutes les states qui vont vous permettre de conduire une voiture fully autonome. Donc il doit y avoir, on va dire, la part du conducteur derrière. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, on pourrait par exemple introduire les voitures fully autonomes ou on n'a pas assez de recul pour dire voilà, que c'est des voitures qui sont prêtes à être déployées, quoi? Non, pour moi, on n'est pas encore prêt. Pour moi, je suis d'accord, mais à 50-50. Donc, du coup, je préfère les véhicules automatisés que les véhicules autonomes. Pourquoi? Parce que déjà, je ne peux pas faire confiance, surtout qu'il y a toujours des voitures traditionnelles qui roulent dans la route. Donc, je ne peux pas faire confiance à la voiture à 100%, donc je dois être vigilant. Je prends la conduite quand il y a un problème par-ci, par-là. Donc, ça, c'est la première chose. Je crois que ça dépend aussi de la marque de la voiture. On ne peut pas faire confiance à n'importe quelle voiture. Hein. Ah oui. Si on est au volant, peut-être, je dirais
pour ne pas citer la marque, d'une marque allemande, on aura. Si on est volant d'une marque allemande, c'est sûr qu'on va y faire confiance. Alors que au niveau d'autres marques, un peu moins. Ah ouais. Mais surtout qu'il y a des voitures, bon, s'ils détectent des passants, elles vont freiner toutes seules. Il y a aussi, oui, il y a aussi le système Distronic, donc c'est un système qui va calculer la distance entre les deux voitures et freiner en fonction de la vitesse de la voiture en elle-même et de la voiture qui est en face. Donc il y a ça aussi. Donc il y a pas mal de systèmes qui ont été développés, mais je crois aussi qu'il faut encore de l'infrastructure parce que, par exemple, une voiture ne peut pas décider d'elle-même. Donc, nous allons prendre, par exemple, l'exemple d'un rond-point. Donc, on a peut-être 4 voies qui débouchent sur un même rond-point. Donc, qui va prendre le lead, qui va prendre la route, qui doit patienter. Donc, il faudrait de la coopération entre ces véhicules. Ouais. Effectivement. Donc, il faut que ça se fasse en amont. Donc, je dirais qu'il faut de l'infrastructure, il faut plus de réseaux, il faut déployer plus de réseaux. Donc, c'est aussi notre métier. J'avoue. Ça viendra progressivement. Et surtout que moi, personnellement, je ne peux pas faire confiance à 100% au système parce que tous les systèmes, ils ont des bugs. Oui, je suis d'accord. Et là, c'est pas comme un téléphone ou un PC, s'il bug, on l'éteint. C'est plus testing. Ah, c'est notre vie qui est en jeu. Non, mais après, il y a un testing qui est fait aussi. Donc là, je rebondis sur ce que je disais ici juste avant. Donc là, effectivement, il y avait Mercedes qui avait introduit le Distronic Plus. Donc effectivement, c'est un calcul de distance entre les voitures. Il y a tout ce qui est freinage automatique, il y a tout ce qui est détection d'angle mort. Là, on parle aussi de lane assist. Mais par contre, voilà, s'il n'y a pas d'infrastructure, pour tracer cette ligne de base que la voiture va respecter, soi-disant, déjà il faut avoir, on va dire, une route qui est bien prédéfinie, où on pourra avoir effectivement un traçage qui est parfait, etc. Effectivement, pour moi, on n'est pas arrivé à une maturité, soi-disant, d'un véhicule à 100% autonome. C'est pour ça le semi-autonome, ça peut être pratique sur l'autoroute, par exemple, je donne un exemple. Ça peut être pratique sur les embouteillages aussi, donc un petit freinage d'urgence, etc. Voilà, si tu laisses la voiture automatiquement conduire, quoi. Et voilà, c'est un sujet aussi qui introduit un autre derrière. Donc, j'ai une question pour notre expert, c'est par rapport s'il y avait un accident, qui serait le fautif? Donc, dans le cas où c'est l'intelligence artificielle qui conduirait. Donc là, c'est big question. Pourquoi? Parce que déjà, là, il y a l'influence des conducteurs aussi à côté. Donc là, si par exemple, il y a une personne qui percute directement, donc là, l'IA, elle ne sera pas responsable. Mais par exemple, s'il y a une fausse détection, on va dire, ou une fausse reconnaissance, par exemple, d'un piéton, par exemple, une fausse détection. Donc là, par exemple, un freinage automatique, il y a une personne qui est derrière qui conduit. Donc là, il peut y avoir un choc. Donc là, je peux dire qu'effectivement, il y aura une part d'erreur pour l'IA. Mais c'est pour ça que je disais, ça allait introduire un nouveau sujet. C'est là, par exemple, quand on parlait des voitures manuelles au début. Donc là, il y a eu par la suite les voitures automatiques, donc la conduite automatique. Donc là, la nouvelle génération en général, les personnes qui ont des permis récents, ils vont préférer conduire une voiture automatique. Voilà, là, on va parler de patient, on va parler de manuel, comme quoi, voilà, et en étant, on va dire, une conduite par patient, quoi. Donc là, ce que je me dis aussi, est-ce qu'on va pas arriver peut-être à un stade où on n'aura que des voitures autonomes? Donc là, on va éviter, on va dire, les collisions avec une personne, etc., sachant que ça sera l'IA qui va conduire. Donc là, ça sera à 100% la responsabilité de l'IA. Je suis sûr que vous allez me dire, et les personnes qui préfèrent conduire leur voiture eux-mêmes, etc. Donc là, il y aura des pistes, comme les racetracks, etc. Donc un track où tu pourras, conduire ta voiture, tu n'auras pas le droit de conduire sur la route. Et je fais ces petites prédictions, vous allez voir que peut-être on va arriver là. Mais bon, voilà, pardon, tu disais Yassine, du coup. Donc ça va de soi, donc on peut dire que l'IA, on n'aura quasiment pas d'accident. Effectivement, si on est, effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, si on est bien préparé. Exactement, si on a un infra, si on est bien préparé, etc., ça pourrait être le cas, pourquoi pas. Mais voilà, je dis quand même, il faut un peu plus de recul, peut-être avec un peu plus de temps pour y arriver là, mais why not? Ah oui, sûrement que ça ne sera pas demain. Ouais, c'est clair. Ça va prendre du temps, avec des années. Ouais. Yes. Voilà. Il y a aussi un truc, c'est que, bon, par exemple, si on a l'IA qui va conduire, donc on pourra faire beaucoup de trucs pendant le voyage. Donc, par exemple, peut-être travailler ou bien aller voir des vidéos, un truc comme ça. Là, tu me rappelles une histoire que j'ai.
bon, c'est pas une bonne histoire, c'est un accident qui a eu lieu à un véhicule autonome. Mais le conducteur s'est assis sur l'arrière, il a laissé la voiture rouler toute seule. Donc il a fait la confiance complète, il a eu l'accident. Là, on peut voir du Ça du peut thé, arriver, ça, mais il faut rester devant. Vigilant quand même, oui, C'est voilà, voilà. c'est pour ça, là, tout ce qui est dystromique, etc., je peux dire que c'est super intéressant, mais dans des cas spécifiques, voilà, c'est pas en mode conduite habituelle au sein de la ville où il peut y avoir des piétons n'importe où, etc. Donc, peut-être que c'est l'erreur du piéton, mais en même temps, c'est à toi d'avoir le réflexe, le freinage en même temps, voilà. Peut-être qu'elle va t'aider sur un freinage d'urgence, mais c'est pas à 100%, on va dire, efficace, quoi. Donc voilà, globalement, c'est... Et on peut aussi parler de tout ce qui est IA, donc tout ce qui est ferroviaire aussi. Parce que là, par exemple, même les trains, donc là, il y a détection des panneaux de signalisation, donc il peut y avoir même une détection de piétons, des freinages d'urgence qui vont se faire, on va dire, sur des distances pour respecter, on va dire, la sécurité de la personne. Même si c'est quelque part l'erreur de la personne d'avoir cross la route à ce moment-là, mais voilà, on peut avoir on va dire, des modules qui vont nous permettre d'éviter tout ça, quoi. Donc pour moi, c'est des choses qui sont super importantes et qui peuvent être ajoutées. Donc je dirais, pourquoi pas. Oui, effectivement. Mais là, je pose une autre question. Yes, of course. Qui concerne toujours la sécurité, mais la sécurité informatique. Ah, là, on va aller sur un nouveau sujet. Donc là, qui est effectivement l'aspect sécuritaire. Effectivement, voilà, tu peux être dans ta voiture et être kidnappé par quelqu'un qui a piraté la voiture. Ça, c'est possible. Là, on va parler de certains cas, donc pourquoi pas en vrai. Là, par exemple, quand on parle d'IA, on va parler de tout ce qui est adversarial attacks. Des attaques adverses. En soi, par exemple, juste en mettant un modèle qui va, par exemple, je donne un exemple simple, par exemple, il y a un éléphant sur une image, et on peut modifier un seul pixel pour fausser l'image et dire que c'est une souris. Imaginons ça. Donc là, quand on fait, par exemple, ces adversarial attacks, donc là, à ce moment donné, on va dire, par exemple, qu'une personne, elle va pouvoir attaquer le système de la voiture. Donc là, elle pourra flaguer par exemple le piéton et peut-être fausser la reconnaissance du modèle. Donc là, il va pas voir le piéton, impact. Et effectivement, ça, on va dire, c'est un autre aspect qui est l'aspect sécuritaire. Et effectivement, donc là, par exemple, toutes les entreprises voilà, qui se respectent, etc., ils ont un pôle R&D où ils vont, par exemple, essayer de trouver des solutions pour, on va dire, remédier à ces adversarial attacks. Donc déjà par exemple, imaginons il y a aussi ta voiture qui est sur l'autoroute, donc à un moment donné, donc là par exemple, freinage d'urgence. Et imaginons que tu ne pourras pas reprendre le contrôle. Donc là c'est pour ça, moi il faut ajouter des modules de on va dire reprise de contrôle soi-disant, où tu pourras annuler par exemple la conduite automatique. Exactement, la conduite automatique et reprendre ta main en cas d'urgence. Genre une commande sudo. De quoi, pardon? Une commande sudo. Ah oui, il y a un petit sudo, exactement. Donc c'est ça. Donc bon, je crois qu'on peut dénombrer 5 types d'attaques. Donc il y a en premier lieu, il y a l'attaque man in the middle. Donc quelqu'un qui va venir, qui va fausser l'infrastructure et qui va dire à la voiture par exemple s'arrêter ou bien d'accélérer alors qu'il y a le pillage d'autoroute ou bien qu'il y ait une barrière ou un truc comme ça. Donc il y a aussi l'aspect sécurité d'information. Donc c'est-à-dire que quelqu'un de mal intentionné, il pourrait venir, il pourrait avoir vos informations. Exactement. Et on tirait profit. Plus spécifiquement, effectivement, il peut y avoir une attaque lors de l'entraînement du modèle, par exemple. Donc, au moment où le modèle va s'entraîner, dépendamment d'une data, la data elle peut être faussée dès le début. Donc là, par exemple, le modèle il sera défaillant. Par contre, il peut y avoir des attaques quand on connaît l'architecture du modèle par la suite. Donc, on va préparer, par exemple, on va dire une sorte d'attaque au moment où il y aura l'output qui va se préparer. Donc l'output du modèle, soi-disant. Donc, il y a plusieurs typologies d'attaques. Et on va dire que l'attaque en général qui se fait au début lors de l'entraînement du modèle est la plus efficace. Donc je cite aussi ChatGPT, parce que là par exemple quand on parle de ChatGPT, donc là il réapprend dépendamment du feedback des users, donc des utilisateurs. Par exemple, toi tu vas poser une question à ChatGPT, par la suite il va te demander un feedback, petit pouce bas, pour voir effectivement est-ce que la réponse elle était efficace ou pas. Et par la suite, le modèle il va être réentraîné dépendamment de ses réponses, dépendamment de ses outputs qu'il donne.
Est-ce que c'est possible d'un peu de nous égayer sur le processus d'entraînement? Donc, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, avec plaisir. Donc là, au début, par exemple, à un moment, on doit préparer tout d'abord la data. C'est pour ça que j'ai cité les différents équipements au début. Donc tout d'abord, on doit préparer ces data. Donc déjà, ça peut être un entraînement qui est supervisé ou non supervisé. D'accord. Donc pour les entraînements supervisés, on va étiqueter la data. Donc, par exemple, on va dire que, voilà, je vais donner un exemple dataset où il y aura par exemple des hommes et des femmes. Donc là, il y aura par exemple le modèle, il va pouvoir différencier entre les deux en étiquetant chaque personne. Donc, lors de l'entraînement, il va savoir dire que c'est un homme et c'est une femme, et par la suite, il va essayer de faire une inférence ou techniquement, il va faire ses prédictions. Et le nombre supervisé, on ne va pas labelliser. Par contre, on va faire des corrections au fur et à mesure que le modèle s'entraîne. Donc là, on ne va pas dire si c'est un homme ou c'est une femme. Bon, je peux citer par exemple les GAN, donc les Generative Adversarial Networks. Là, par exemple, il peut y avoir deux modèles. Donc, un premier modèle, par exemple, qui sera soi-disant, qui va faire un scoring, par exemple, sur le deuxième modèle. Et là, au fur et à mesure, on va essayer de régler les paramètres de façon à converger vers le résultat qu'on veut. Donc, voilà. D'accord. Et effectivement, par la suite, une fois que le modèle est entraîné, un premier entraînement, par la suite, on va faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Donc là, on va jouer sur les hyperparamètres, on va essayer de faire de la data augmentation aussi, par exemple, pour ajouter plus de données, parce qu'un modèle IA en général, le plus de data disponible, on va dire le plus facilement, il va converger vers l'output qu'on veut. Par contre, là, on va parler aussi de deux choses, qui est l'overfitting et l'interfitting. Donc là, c'est le surapprentissage du modèle. Il faut savoir contrôler quand même le modèle lors de son entraînement pour pas qu'il apprenne beaucoup plus sur la data qu'on a qui soit biaisée. Ou l'underfitting qui est sous apprentissage, c'est-à-dire le modèle ne va pas avoir une visibilité sur, par exemple, sur la dispersion de data qu'on a. Donc là, c'est deux possibilités qui peuvent arriver lors de l'entraînement de modèle. C'est pour ça qu'il faut on va dire, suivre le modèle lors de son entraînement. Et bien sûr, choisir aussi les bonnes métriques et les bonnes mesures qu'on va utiliser pour dire, voilà, effectivement, le modèle, il nous a donné un bon output par rapport par exemple, à une nouvelle data qu'il n'a jamais vue. Par exemple, là, c'est ce qu'on appelle aussi une partie, on va découper tout ce qui est la partie test, la partie validation et la partie train. Donc là, la train sur laquelle le modèle va s'entraîner. Ensuite, la partie validation où il va confirmer les informations. Et en général, la partie test, elle va se faire sur une data que le modèle n'avait jamais vue auparavant. Et quand on parle de dataset, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une métrique ou bien genre un volume de data qu'il nous faut pour aboutir à un modèle concret d'IA? Ça dépend du yes. Parce que par exemple, je vais parler de computer vision par exemple, donc tout ce qui est détection d'objets, reconnaissance, reconnaissance de pose aussi, ainsi de suite. Donc là, ça va dépendre de l'approche du modèle, parce que quand je vais parler par exemple de CNN, qui sont des réseaux de neurones convolutionnels, donc là par exemple, ce modèle, il peut converger rapidement dépendamment de ce qu'on a sur l'image. Du coup, ce qu'il va faire en général, il va découper une région d'intérêt, il va récupérer cette région d'intérêt, il va passer un kernel, donc je vous ai parlé de détails, mais en général, il récupère la région d'intérêt dépendamment de ce qui se passe dans l'image. Et là, on va travailler directement avec les pixels quand on va sur l'image. On va faire par la suite des calculs, on va faire une réduction de dimensionnalité, etc. Pour qu'à la suite, on va dire, le modèle pourra nous donner un output. Et dépendamment, bien sûr, du nombre de photos qu'on aura en input, le modèle, il peut être, on va dire, il peut être beaucoup plus efficace, dépendamment de la volumétrie aussi. Donc, par exemple, effectivement, on peut rajouter au fur et à mesure de la data. C'est pour ça que j'avais parlé aussi de data augmentation. La data augmentation, par exemple, c'est rajouter un filtre sur l'image. Donc, il y a filtre sur l'image, faire des rotations. Par exemple, parce que je ne sais pas, on va donner l'exemple de Mohamed par exemple, on veut prendre une photo de Mohamed là actuellement avec peut-être une musique à une belle photo d'Amérique pas. La luminosité, elle pourra par exemple diminuer, on va dire, la précision du modèle. Parce que voilà, peut-être que le modèle il ne s'est jamais entraîné sur une sorte de luminosité pareille. Ça peut être similaire avec n'importe quel cas. Exactement, c'est pour ça qu'il faut la data augmentation, préparer le dataset de façon à bien labelliser ces images. Donc voilà, c'est une approche qui se fait au fur et à mesure. Et là, je parle de deep learning. Là, par exemple, il peut y avoir aussi des approches classiques qui sont un peu plus anciennes, entre guillemets. Par exemple, tout ce qui est transformer de roof, enfin, de détection des lignes, etc. Donc voilà, c'est des approches un peu plus anciennes, mais qui sont aussi efficaces. Voilà. Donc, dépendant de l'input,
On aura Exactement. l'output. Et c'est Donc, pour ça que je parle de l'action. l'importance de la data engineering, parce que sur la partie data engineering, c'est eux qui préparent la data. Donc si on n'a pas une data qui est, on va dire, bien préparée, disponible, normalisée, etc., standardisée, etc., bah là, on n'aura pas de quoi travailler. Donc même pour la partie data analysis ou data science, on n'aura pas de quoi travailler. C'est pour ça que la qualité des données, elle prime. Exactement. Surtout que l'action est basée sur ces données-là. Yes, exactement. Merci Amine pour conclure. Donc merci Amine, merci Mohamed Merci à toi. d'être avec nous sur ce set-là. Donc c'est la première saison, donc restez. On peut la faire. Stay tuned. Merci Amine, merci Mohamed, merci d'avoir été avec nous. Donc c'était le premier set ici à Rabat. Donc ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous, d'avoir eu votre œil d'expert sur ce sujet-là. Donc ça a vraiment enrichi la discussion, le topic. Oui, Exactement, en c'est un effet. échange très intéressant. Surtout que tu es bien expérimenté dans ce domaine que nous. Donc, je voudrais aussi remercier l'audience de nous avoir suivis jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, restez vigilants pour le deuxième set qui sera bientôt lancé sur les réseaux sociaux d'AFD. Donc, merci. Stay tuned. Et surtout, rejoignez AFD. Abonnez-vous. Au revoir.